Est-ce que vous pouvez compter sur vos amis? C'est une question que vous avez souvent dû vous poser, et la plupart du temps, vous pouvez répondre à l'affirmative. Oui, ce sont des gens fiables, ils m'ont souvent prouvé que je pouvais compter sur eux, mais laissez-moi vous parler d'une situation différente, une situation que vous avez peut-être vécue. Vous avez en tête un projet complexe, comme du bricolage, et vous avez votre ami portugais sous la main, donc ça tombe assez bien. Je vais me faire ban à la deuxième vidéo, moi. Vous lui en parlez et il a l'air assez optimiste. Il a bien envie de vous aider et il vous dit que il va falloir se programmer ça au plus vite. Bon, vous êtes tout content, votre problème est résolu et vous attendez juste qu'il vous recontacte. Le temps passe, 2 mois, 3 mois, vous l'avez relancé entre temps, mais il se trouve que le projet ne verra jamais le jour. Il se peut qu'après cette mauvaise expérience, vous soyez arrivé à la conclusion qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et si la vérité était, on n'est jamais mieux servi que par ses ennemis. C'est la piste que nous allons explorer aujourd'hui. Je suis le Notonnier, bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons explorer la loi numéro 2 des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Robert Greene, c'est un écrivain qui analyse le comportement humain et qui donne les meilleures astuces pour pouvoir en tirer parti et éviter de se faire manipuler. Passons tout de suite à l'analyse de la seconde loi. Gardez-vous de vos amis. Beaucoup vous trahiront par envie. D'autres se montreront gâtés, tyranniques. Un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal qu'un ami, parce qu'il devra faire ses preuves. En fait, vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Au cas où vous l'auriez pas compris, Tonton Greene c'est un mec vraiment déter. Dans cette loi, Greene nous parle de l'arrivée au pouvoir de Zhao Qiongyin, en l'an 959. Replaçons le contexte. Après la chute de la dynastie des Han au IIIe siècle, la Chine subit des siècles de coups d'État. Le même schéma se répétait en boucle. Les militaires mettaient sur le trône du dragon leur plus puissant général. Ce dernier faisait exécuter tous les autres généraux. Il régnait alors un temps. Plus il régnait, plus il faiblissait. Devenu alors trop faible, les militaires complotaient contre lui, le tuaient et mettaient sur le trône leurs plus puissants généraux, etc., etc. Zhao Qiongyin devint le premier empereur Song du Nord. À ce moment-là, il estime son espérance de vie à 2 ans à peu près. Dans la continuité du cycle, il invite donc tous ses amis généraux autour d'un banquet et fait se retirer les gardes. Le banquet se passe bien, on y mange bien, on y boit beaucoup, puis l'empereur leur dit « Je passe mes jours dans la crainte et ne suis tranquille ni à table ni au lit. Lequel d'entre vous ne rêve de monter à son tour sur le trône? Je ne mets pas en doute votre loyalisme. Mais si par hasard, vos subordonnés avides de richesse et d'honneur vous obligez à endosser l'habit jaune, comment pourriez-vous refuser? » Bon, à ce moment-là, énorme malaise. Les généraux se regardent et parlent littéralement chinois. Mais l'empereur continue. Pourquoi ne pas plutôt vivre en paix, riche et honoré? Si vous acceptez d'abandonner vos commandements, je suis prêt à vous faire don de magnifiques demeures où vous pourriez jouir de la vie en compagnie de belles filles, au milieu des chants et des rires. Comment refuser cette offre? Le lendemain, tous remirent leur démission et se retirèrent dans les propriétés qui leur avaient été accordées. Ainsi, l'empereur se débarrassa de ses amis qui auraient pu le trahir à tout moment. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 971, le roi des Han du Sud, Liu, fut forcé de se soumettre après des années de rébellion. L'empereur Zhao Qiongyin lui donna un rang à la cour et l'invita au palais impérial pour sceller leur nouvelle amitié avec du vin. Autant vous dire que le roi des Han tremblait un peu quand il reçut la coupe. Il rassemble son courage, demande pardon et le supplie à genoux de ne pas avoir à boire son verre. L'empereur rigole, attrape le vin et en boit à grandes goulées. Liu devint son ami le plus loyal et le plus fidèle. La trahison est monnaie courante dans la fiction et je ne vois pas vraiment la valeur ajoutée de vous mettre en garde sur ce point. Que ce soit l'exemple de Scar, de Gollum ou de Tesso, la trahison est déjà largement abordée au cinéma. Ce qui peut être intéressant par contre, c'est de revenir sur l'utilisation de vos ennemis et votre relation avec eux. Il existe 2 approches distinctes de procéder. La relation Goku. La rencontre de Goku et Vegeta a lieu sur Terre, où les deux s'affrontent. Ayant tous deux une occasion d'achever l'autre, aucun n'osa tuer son adversaire car la puissance qu'il percevait chez l'autre leur forçait le respect. Le respect mutuel de leur rivalité sont 2 des éléments qui transformeront leur relation d'ennemi à ami. Se battant à de multiples reprises, d'abord contre, puis ensemble, ils finissent par lier une amitié forte à force d'entraînement et de confrontation.
Amitié qui leur permettra de protéger mutuellement leurs proches et de venir à bout d'adversaires coriaces. Penchons-nous sur les liens qui ont permis cette croissance. Comme nous l'avons vu, Vegeta et Goku se portent une profonde estime l'un à l'autre. La rivalité est selon moi la clé de voûte d'une amitié saine. L'amitié naît lorsqu'on a pour l'autre une estime supérieure à celle que l'on a pour soi-même, disait Nietzsche. Cette rivalité les pousse à s'améliorer constamment, à se détacher de par leur progrès personnel du reste des personnages de l'univers. Ils ont également les mêmes centres d'intérêt, à savoir la bagarre, les désastres capillaires et envoyer leur famille à la mort. Ils partagent un objectif commun, la survie des Saiyans. Mis bout à bout, on comprend un peu mieux les étapes clés pour transformer un ennemi en ami. Mais il existe un autre moyen de travailler avec nos ennemis. La relation Askeladd-Thorfinn dans le manga Vinland Saga. Cette histoire sort de la narration classique. À leur rencontre, Thorfinn, alors âgé de 6 ans, se trouve sur un bateau avec son père, un vaillant guerrier, et son équipage. Ils sont alors accostés par un groupe de pirates mené par Askeladd. Thor, le père de Thorfinn, vient à bout de presque tout l'équipage de pirates seul, avant de combattre Askeladd. Bon, on est dans un manga, jusque-là, rien de choquant. Lors de leur affrontement, Thor a clairement l'ascendant sur Askeladd. Il en vient même à gagner contre lui, mais décide de l'épargner pour éviter un tel spectacle à son jeune fils. Askeladd, une fois relâché, prend en otage Thorfinn contre l'avis de son père. Ce dernier cède et est exécuté devant les yeux de son enfant. Cet événement déclenche une soif de revanche chez Thorfinn, qui vit dans le seul but de venger son père. Il est quand même recueilli par Askeladd, qui lui reconnaît certaines aptitudes au combat. Plus tard, on retrouve Thorfinn, âgé de 17 ans, qui exécute les ordres d'Askeladd en échange de combats singuliers contre lui et de pouvoir ainsi venger son père. Prenons du recul sur cette situation. Askeladd exploite ici toutes les capacités de Thorfinn en lui promettant seulement un combat à mort. Il gagne ainsi un redoutable garde du corps car Thorfinn cherche absolument à le tuer de ses mains et le protège donc des menaces externes. Son plus loyal sujet est donc son ennemi direct. Concluons par 2 affirmations qui appuieront les propos de Green. Lorsque l'on reconnaît à son ennemi qu'il est la personne la plus à même d'effectuer une tâche, il n'y a pas de doute quant à ses capacités à la faire correctement. L'affect que l'on éprouverait pour un ami pourrait brouiller notre vision. Quand une personne sait qu'elle n'a pas vos faveurs et qu'elle cherche à les gagner, elle sera bien plus rigoureuse à la tâche qu'une personne qui sait que vous ne l'appréciez pas particulièrement. Ainsi, vous avez tout intérêt à vous faire des ennemis et à les impliquer dans vos projets, que ce soit en liant des amitiés avec eux ou en exploitant leurs failles. Tout à l'heure, nous avons vu que Robert Greene nous disait de nous faire des ennemis, et je vais rebondir sur cette affirmation. Les seules personnes qui ne sont pas méprisées par les autres sont celles qui n'agissent pas. Car dès lors que vous accomplissez les choses, vous trouverez des personnes pour vous mépriser. Cela ne doit pas être un frein, car les personnes pourront être transformées en alliés le moment voulu. C'est l'heure du devoir. Le premier exercice, ça va être de faire le point sur vos amitiés actuelles. Donc là, faites une petite rétrospective de l'année dernière, savoir quels ont été les gens qui étaient dans votre cercle social et que vous ont-ils apporté. Est-ce que vous avez donné à la même échelle qu'eux ou est-ce que vous avez plutôt l'impression qu'ils vous prennent de l'énergie? Deuxième devoir qui est plus compliqué, faites d'un ennemi un ami. Un ennemi, ça va être quelqu'un pour qui vous n'avez pas forcément d'affection et même mieux, ou pire, selon comment on voit les choses, c'est quelqu'un pour qui vous avez un certain blocage. Vous savez, c'est ces personnes avec qui ça passe pas. Ben, là, vous allez devoir essayer de creuser la relation, d'essayer d'en faire un ami. Bon, un ami, attention, hein, l'objectif c'est pas que dans un mois il vous sauve la vie aux dépens de celle de sa mère. Pour cela, il va falloir mettre déjà tout ce que vous avez de travers envers lui, il va falloir le mettre un petit peu de côté et lui laisser une seconde chance. C'est pas un exercice facile, on est bien d'accord, mais c'est un exercice qui va vous permettre d'utiliser vos ennemis d'une certaine manière, vous les rendre utiles. C'était tout pour aujourd'hui, je vous laisse vous abonner et liker la vidéo. Vous retrouverez les 48 lois du pouvoir en version écrite et en version audio directement dans la description. C'était le Notonnier, vous êtes arrivé à quai.